j'ai dit. Comment le décrire autrement? Que dire de plus? La dévastation, la destruction. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Les gens vont-ils enfin se réveiller et se rendre compte que partout où Spider-Man passe, chaos et désolation s'ensuivent? Hello tout le monde, ici PM. Bon, j'arrive avec du retard. Je devais vous sortir cette vidéo il y a déjà 4-5 jours, je ne sais plus, je n'ai plus la notion du temps. Mais comme promis, je suis là et aujourd'hui, on va pousser un petit coup de gueule à l'encontre de Sony. Cette vidéo fait suite d'une part à ma critique sur Madame Web et à une autre vidéo maintenant supprimée où j'ai voulu récolter un peu les avis de tous, de vous tous, via mes différents réseaux concernant l'exploitation de la licence Spider-Man par rapport à Sony, des points qui vous agaçaient, etc. J'ai voulu faire ça parce qu'on a appris via Daniel Richman, alias Daniel RPK, qui s'est révélé être un insider extrêmement fiable ces dernières années quand il s'agissait de contenu pop culture, que Tom Rothman, donc le patron de Sony, entraverait le processus créatif de Spider-Man 4, donc la suite de Spider-Man No Way Home. Lui souhaiterait un retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans la suite pour continuer à explorer ce qui a été fait dans No Way Home, et voudrait que John Watts revienne à la réalisation, tandis que Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, voudrait d'un Spider-Man plus urbain et plus en adéquation avec la fin de No Way Home, où Peter revient à un statu quo qu'on lui connaît bien, c'est-à-dire l'araignée sympa du quartier, qui doit jongler entre ses responsabilités de super-héros, son identité secrète et sa vie en tant que Peter Parker. Attention, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une news venant certes d'un insider fiable, mais que pour autant ce n'est pas officiel. Ça reste donc à prendre avec des pincettes et sachez que tout ce qui va suivre va être dit dans le contexte où, vu la source, c'est quand même extrêmement probable que ce soit vrai. Coucou, c'est le prof Marvel du montage. Alors la vidéo sort avec beaucoup plus de retard que prévu. Entre temps, on a une news qui est tombée selon laquelle finalement Sony et Marvel essaieraient de faire un compromis pour que le film soit à la fois urbain et à la fois multivers. Donc les propos vont être légèrement datés d'une semaine, mais en vérité ça change pas grand chose sur le fond, vous comprendrez très vite pourquoi. Mais voilà, j'ai vu la news passer, mais ça change pas le propos. Cette nouvelle n'a pas ravi beaucoup de monde parce que certes No Way Home a été un succès, certes la nostalgie de revoir Tobey et Andrew a fonctionné, mais la plupart des fans ont retourné leur avis concernant la qualité du film No Way Home. Beaucoup estiment qu'on aurait pu faire bien mieux, que le film est bourré d'incohérences et que le film est un gâchis. Ce faisant, la plupart des fans veulent donc le retour d'un Spider-Man avec des enjeux plus terre-à-terre, et c'est ce que la scène de fin du film laissait présager, avec un Peter qui emménage dans un appartement un peu miteux, avec pas énormément de sous, un costume fait main, pas d'Iron Man ou de Doctor Strange en mentor, il repart de zéro et il n'a plus de proches puisque tout le monde a oublié que Peter était Spider-Man, donc plus de MJ et de Ned, ça tease logiquement un Spider-Man qui se voudra plus mature, peut-être on pourrait l'espérer un peu plus sombre. Bref, c'est de mon point de vue le Spider-Man que j'attends de voir dans le MCU depuis assez longtemps. Donc forcément, quand RPK nous ramène une news comme ça, eh bien ça ne peut qu'énerver et scandaliser vu que la plupart des gens ne veulent pas d'un No Way Home 2.0 pour Spider-Man 4. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que oui, Spider-Man est un personnage Marvel à la toute base, mais que ses droits cinématographiques ne sont pas détenus par Marvel et appartiennent à Sony. Depuis 2015, il existe un accord entre Disney qui possède Marvel et Sony pour permettre à Marvel Studios d'utiliser Peter Parker et d'autres personnages dans le MCU, mais de l'autre côté, Sony développe un Spider-Verse, c'est-à-dire une saga de films avec d'autres personnages liés à la licence Spider-Man, et ce Spider-Verse ne fait pas partie du même univers que le MCU. Tout ça, c'était vrai, jusqu'à ce que le MCU mette en place le multivers et que No Way Home fasse une connexion entre le MCU et le Sonyverse, ainsi que toutes les anciennes sagas Spider-Man, donc celles de Sam Raimi et de Mark Webb. Le problème, c'est que le Spider-Verse de Sony de son côté n'est pas un franc succès, du moins pas du point de vue de la critique. Actuellement, les films faisant partie du Spider-Verse sont Venom, Morbius et Venom Let There Be Carnage, et, oh putain, l'accent français de ouf, et prochainement Kraven le chasseur. Récemment, on a aussi eu Madame Web du côté de chez Sony, mais celui-ci ne fait pas partie du canon principal du Spider-Verse, il fait partie d'une réalité à part, au même titre que les films d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse avec Miles Morales. Et bien que les films d'animation soient un franc succès, ça n'est pas le cas du coup de ce Spider-Verse live action, puisque Venom est considéré comme sympa, mais sans plus. Venom 2 a été détesté, Morbius aussi, et récemment Madame Web a fait encore pire que ses prédécesseurs.
Cela nous fait donc dire que Sony n'a pas une bonne gestion de son Spider-Verse et à titre personnel, en tant que fan de Spider-Man, j'en ai marre que Sony charcute l'univers de mon super-héros préféré, encore plus quand le prochain film Kraven le chasseur ne nous présentera pas un chasseur mais bien un protecteur des animaux, et qu'ils veulent faire des films sur des personnages comme El Muerto ou Hypno Hustler qui sont littéralement des PNJ dans l'univers des comics, même les lecteurs les plus assidus ne se souviennent pas nécessairement d'eux, et c'est bien normal. La vérité, c'est qu'on sait qu'avoir la licence Spider-Man entre les mains, ça revient à avoir une véritable poule aux œufs d'or, et c'est logique que Sony ne veuille pas s'en séparer. Et tant qu'ils continuent de produire des films liés à la licence Spider-Man, alors ils peuvent continuer à la détenir, et donc empêcher son retour au sein des studios Marvel. Alors, est-ce que c'est une volonté de faire chier Disney ? Possible, mais en même temps, si c'est vraiment le cas, alors pourquoi avoir fait un accord qui a été renouvelé en 2019 ? Perso, je vois ça comme une espèce de théorie du complot. Je pense que la raison, elle est simplement d'ordre financier. Maintenant, quand on voit le résultat avec les retours de leurs films, je me demande comment les investisseurs chez Sony peuvent réellement croire que des films comme El Muerto ou Hypno Hustler seront des succès, surtout à une époque où le grand public sature un peu des films de super-héros et qu'ils n'y comprennent plus rien avec toutes ces histoires de droits. C'est donc sur cette colère générale ambiante, et je l'assume complètement, et aussi à cause de la fatigue mentale que la news de RPK m'a infligée, que j'ai décidé de pousser un coup de gueule à Sony en leur demandant une bonne fois pour toutes de rendre la licence Spider-Man à Marvel, et ce de manière évidemment définitive. Alors je sais que cette vidéo ne fera pas grand bruit, je ne suis qu'un modeste vidéaste, si déjà ça arrivait juste devant les yeux d'un employé de Sony, ça serait un miracle. Mais c'est ma chaîne, heureusement j'exprime encore mes avis si j'en ai envie, et je pense qu'on est beaucoup à le partager, et si la fanbase ne gueule pas, eh bien rien ne bougera jamais. Même si c'est peine perdue, au moins on aura essayé, ça ne coûte absolument rien, surtout si vous aimez Spider-Man. Vous connaissez ma position, mais les vôtres, on en est où? C'est au détour de du coup cette fameuse vidéo supprimée que j'ai récolté vos avis via les commentaires, via Discord et Instagram. Et je vais malheureusement pas tout vous afficher parce que vous êtes un certain nombre à avoir répondu, et mon objectif c'est de montrer ce qui est possible, ce qui est souhaitable, et de simplement confronter les points de vue. Comme dirait Damso, je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que tu comprends du flow. Donc faites-vous surtout votre propre avis, c'est aussi le but de la vidéo, je ne suis pas la parole divine. Il y a des commentaires qui vont en effet dans mon sens, comme par exemple celui d'Emeillon, désolé d'ailleurs si j'écorche vos pseudos. Le retour d'Andrew Garfield et Tobey Maguire était incroyable, mais c'était un coup d'une fois. Je ne dis pas non pour les revoir dans leur film solo ou dans Secret Wars, mais pas dans le film de Tom Holland. Pour moi, l'idée de Kevin Feige est bien meilleure. On a celui de X-Ray 95, la surexploitation de l'univers de Spider-Man avec Madame Web, Venom, Morbius, etc. Toute cette mode de faire des films sur les ennemis de Spider-Man, qui sont là uniquement pour capitaliser sur cet univers si les films étaient bons, eh bien pourquoi pas, mais là, c'est pas le cas. Après, parfois, ça donne des trucs bien, comme les films Spider-Man Miles Morales. Ou encore, on a comme commentaire celui de Eda. Alors en gros, mon avis sur Sony et Marvel, c'est que globalement Sony fait de la merde depuis qu'il s'est mis en tête de faire son univers cinématographique. Ils n'ont aucun intérêt artistique, mais économique. Ce ne sont pas des artistes, mais des investisseurs. Nous, les fans, on n'est pas leur business. Leur objectif, c'est de faire de l'oseille, rien de plus, rien de moins. Et il nous le prouve encore. On peut reprocher la même chose à Disney, mais Kevin Feige impose une ligne artistique et fait de l'art avec certains de ses films, entre parenthèses Eternals, la saga Doctor Strange, etc. Fermez la parenthèse. Et là, alors que Kevin Feige veut faire ce que les fans attendent, un vrai film Spidey sans reboot le personnage, et bah Sony veut faire de l'oseille et faire du fanservice inutile. Sony est un gouffre, ils ne savent plus faire des films depuis des années et ils participent à la loose du genre super-héroïque et à une banalisation de celui-ci, c'est de la merde. Lâchez les droits, arrêtez de faire des films et concentrez-vous sur les télés et consoles de jeux. Globalement, je suis d'accord avec tout ça, mais attention toutefois. Oui, ce que Rothman cherche à faire, et il faut être lucide, c'est du fanservice. No Way Home l'assumait complètement, ça a marché, mais ça ne pourra pas avoir les mêmes impacts une seconde fois, surtout quand on connaît l'opinion globale sur le film. Si on y réfléchit un peu, ça paraît quand même extrêmement risqué de rejouer ses cartes sur le retour des 3 Spider-Man. Pourtant, c'est le souhait de Rothman, et ça donne l'impression qu'il n'en a pas grand chose à faire de la licence, et qu'il est en effet là uniquement pour le pognon. Maintenant, dire que ça reviendrait à du fanservice, eh ben la volonté de Feige, même si elle est plus raisonnée selon moi, et qu'elle s'inscrit dans la lignée de la fin de No Way Home, ça reste aussi du fanservice, puisque comme Eda le dit, bah, c'est ce que les fans attendent.
Ce que je cherche à souligner ici, c'est pas de dire regardez, ils font du fanservice, c'est mal. Ce que je cherche à souligner, c'est que peu importe l'option que vous préférez, il faudra que dans l'exécution, ça soit à la hauteur et meilleur que No Way Home pour convaincre. Parce que même si je veux d'un Spidey terre à terre et street level, avec pourquoi pas un affrontement avec le Caïd et l'arrivée du symbiote sur son costume, au fond de moi, au fond de mon âme, oui bien sûr, je dirais toujours oui à revoir Tobey et Andrew aux côtés de Tom Holland. Beaucoup rêvent d'un The Amazing Spider-Man 3 ou d'un Spider-Man 4 version Sam Raimi. Il faut garder à l'esprit, et c'est justement pour ça que je vous dis que je ne suis pas la parole divine, si finalement le Spider-Man 4 du MCU s'inscrit dans un élan multiversel et qu'il est meilleur que son prédécesseur, je ne pourrais qu'être heureux, et je pense que la plupart des fans en tout cas ne pourront être qu'heureux. Il faut donc vraiment être lucide sur ça pour ne pas laisser les haters vous traiter de fanboy, parce que c'est vraiment pas compliqué d'en être conscient. Néanmoins, quitte à choisir, évidemment, je préfère un Spider-Man street level en effet. Toujours du côté de ceux qui veulent que Sony lâche la licence Spider-Man, nous avons Optimus YV5ID, oh là c'est compliqué, qui nous dit Disney devrait racheter Sony, comme ça Marvel fait ce qu'il veut avec Spider-Man. Et en réponse à ce commentaire, il y a Michael, j'arrive pas à lire, qui dit que pardon, Disney Marvel ne récupère jamais les droits de Spider-Man. Depuis le traitement qu'ils lui ont donné depuis sa trilogie dans le MCU, Sony a fait, je le rappelle, les 2 meilleurs films d'animation Spider-Man. Avec le SSU, ils font n'importe quoi, mais du côté de Miles, ils font des choses incroyables. Ce que ces commentaires montrent, et c'est logique, car on ne peut pas être tous d'accord, c'est que tout le monde n'est pas pour un retour de la licence Spider-Man chez Disney Marvel, puisqu'il faut le dire, les films Spider-Man avec Tom Holland divisent pas mal. Et en plus, est-ce que c'est vraiment possible que Disney puisse racheter Sony ? C'est une revendication qu'on voit de plus en plus apparaître chez certains fans, et non sans raison, puisque Disney a déjà par le passé racheté la 20th Century Fox. Donc dans un imaginaire un peu fantasmé, beaucoup pensent que Disney pourrait en faire de même avec Sony. Mais est-ce que c'est réellement faisable ? Eh bien selon moi, non, et pour 3 grandes raisons. Premièrement, il ne faut pas oublier que lorsque Disney a racheté la Fox, il n'était pas question de simplement récupérer les licences Marvel, donc entre autres celles des 4 Fantastiques, des X-Men et des Mutants. L'achat comprenait aussi d'autres volontés de la part de Disney, comme par exemple, c'est un nombreux exemple parmi tant d'autres, récupérer une partie supplémentaire de la plateforme Hulu que la firme aux grandes oreilles partageait déjà avec le renard, mais avec des pourcentages différents. Ainsi, c'est difficile de croire que Sony puisse se laisser racheter si seule la licence Spider-Man est en jeu. Il faudrait en réalité d'autres motivations d'achat pour que Disney soit pris au sérieux. Deuxièmement, quand on parle de Disney qui rachète Sony, beaucoup l'imaginent à tort comme la scène suivante. Bonjour Sony, je suis Disney, avec mes dizaines de milliards de dollars en poche, je te rachète et t'as pas le choix. Sony a évidemment son mot à dire, il ne s'agit donc pas d'un rachat, mais bien d'un accord de rachat qui se joue entre les deux parties. Si Sony dit non, c'est non. Vous comprenez déjà donc qu'il va falloir bien plus à Disney pour convaincre Sony d'entrer ne serait-ce que dans des négociations. On rappelle aussi que oui, Disney l'a certes déjà fait avec la Fox, sauf que la Fox, c'est du pipi de chat à côté de Sony. Là où la Fox n'est qu'au final une énorme société de production de cinéma, la 20th Century Fox, je précise, Sony, c'est pas seulement une boîte de prod, c'est aussi un marchand de téléphonie, d'automobile, d'informatique, de jeux vidéo, d'appareils audio, photos et vidéos, bref. C'est un véritable empire sur lequel il faudrait mettre une somme bien plus conséquente que pour le rachat de la Fox, qui, pour rappel, s'élevait déjà quand même à la somme titanesque de 71,3 milliards de dollars. Alors oui, Disney est certes puissant et riche, mais n'allez pas croire que l'argent de la société est infini, bien au contraire. Et avant de racheter Sony, il faudrait déjà rentabiliser l'achat de la Fox, donc c'est pas demain la veille qu'on les reverra balancer des dizaines de milliards de dollars en toute tranquillité. Pour rappel, il aura fallu 6 ans à Disney pour rentabiliser le rachat de Lucasfilm et la licence Star Wars, qui s'élevait entre guillemets seulement à 4,05 milliards de dollars. La seule chose que Disney peut envisager d'acheter à Sony, c'est sa boîte de production de cinéma, soit Sony Pictures, mais là encore, il faudra d'abord rentabiliser l'achat de la Fox et ensuite réunir une somme conséquente pour pouvoir envisager la chose. Autant vous dire que ça ne risque pas d'arriver dès maintenant. Et troisièmement, même si, admettons, toutes les conditions sont réunies, ce rachat ne serait tout simplement pas légal. En effet, il existe aux États-Unis ce qu'on appelle les lois antitrust. Je vous mets un article de Allociné en description. D'ailleurs, sachez que tout ce que je vous donne en termes de chiffres et d'explications dans cette vidéo sont sourcés et c'est du coup dispo en description. Ces lois
garantissent qu'une entreprise ne possède pas tout le monopole d'un marché existant et donc empêche une concurrence. Comprenez donc par là que si Disney rachetait Sony Pictures, eh ben, il est possible que la justice interdise cet achat ou au minimum le pénalise parce que cela serait vu comme de la concurrence déloyale, ce qui entraînerait donc des frais supplémentaires pour Disney, frais dont ils n'ont évidemment pas besoin quand on sait qu'il a fallu que Bob Iger revienne à la barre de la société alors qu'il devait initialement être à la retraite parce qu'il devait redresser un peu les finances de l'entreprise qui n'allait pas très bien depuis la période Covid. Donc ce qu'il faut en conclure, c'est que non, Disney ne peut pas et ne rachètera jamais Sony. Ou alors, il va falloir un miracle. Est-ce que ça veut dire que la licence Spider-Man ne pourra donc jamais revenir aux mains de Marvel ? Eh bien ça par contre, c'est pas aussi certain. En effet, entre 2019 et 2022, la rumeur selon laquelle Marvel aurait étudié la possibilité de racheter la licence Spider-Man à Sony est revenue à plusieurs reprises. Ça s'est jamais vraiment confirmé et les sources sont un peu nébuleuses. Donc c'est une information à prendre avec des pincettes, encore une fois, mais au vu de tout ce que vous venez d'apprendre, eh bien ça semble en effet plus raisonnable et sûrement plus faisable. À titre personnel, j'estime que Disney n'a absolument pas besoin de racheter Sony ou même son studio, puisque dans cette histoire, il n'y a que la licence Spider-Man qui pose problème, donc autant se concentrer uniquement au rachat de ses droits. Maintenant, nul doute qu'il faudra à Disney quand même une coquette proposition pour que Sony accepte le deal, en sachant que les rumeurs que je vous ai citées juste là parlent d'une somme qui avoisine entre 4 et 5 milliards de dollars. Donc il y a quand même du pognon en jeu. Et il ne faut pas oublier que la licence Spider-Man, ça reste une véritable poule aux odeurs pour Sony. Donc ça va être difficile de croire qu'ils voudraient s'en séparer, étant donné que même si le Spider-Verse n'est pas un succès retentissant, c'est pas du tout le cas de la saga animée autour de Miles Morales qui, elle, est un véritable gagne-pain. Perso, je suis absolument pour ce rachat, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Certains sont au contraire plus nuancés. Dans les avis que j'ai pu récolter, on a par exemple Xenocore 5363 qui nous dit « J'ai envie de jouer le contre-courant et dire une chose, que Feige accepte le deal. Non, non, je ne suis pas fou ni masochiste, déjà parce que le mal est déjà fait depuis près de 8 ans entre la trilogie Home et le traitement de Spider-Man dans le MCU, plus le SSU. Mais c'est surtout que c'est exactement la leçon que Sony doit bouffer dans les gencives une bonne fois pour toutes, que les films du SSU soient de la merde jusque dans les intentions. Imaginez qu'ils arrivent à littéralement tuer Spider-Man 4, ça veut dire plus de seconde trilogie selon les résultats financiers et les retours, flinguer la mise en place vers Secret Wars de son côté et du Spider-Verse, et 2 points cruciaux, risquer de perdre les droits et surtout qu'il faut un échec pour repartir sur des bases saines comme toutes les sagas, encore plus celles super héroïques. L'homme araignée, ça fait près de 50 ans qu'il existe en version live action, je le rappelle. Donc je vais le dire simplement, s'ils veulent faire à Spider-Man ce qu'ils ont fait à Venom ou Morbus ou Madame Web, qu'ils le fassent, la chute n'en sera que plus catastrophique à l'arrivée. Et le dernier point, l'autre de Rothman veut une sortie été 2025 pour faire concurrence avec Superman Legacy et les 4 Fantastiques, uniquement pour des raisons financières et par arrogance envers la popularité de son personnage. Très bien, on verra bien si le public est dupe sur la qualité à l'arrivée face à la concurrence, en imposant une idée toute simple, oui, avec des mauvaises intentions derrière. Plus encore que la trilogie Home, il est possible de faire un mauvais film Spider-Man et donc décevoir le jeune public. Et c'est pas en sortant El Muerto et Hypno Hustler que des gamins déçus vont pouvoir être satisfaits, et surtout le détail qui change tout, faire douter de la qualité et chuter les attentes de Beyond the Spider-Verse s'il n'est pas encore sorti. Voilà ce que moi je vois arriver, l'année où potentiellement on aurait un Batman, un Superman, un 4 Fantastiques et un Blade, se dire que Spider-Man 4 soit rangé aux côtés des déceptions selon les qualités de Captain America, Brave New World et Thunderbolts, ça serait terrible pour l'image du personnage. Le One More Day de la version cinéma de Spider-Man, et ça serait une punition à la hauteur de leur avidité trollesque. Bon, perso, je suis pas fan de la virulence du commentaire envers Tom Rothman parce qu'on n'est pas là pour insulter des gens, mais ici la vie se veut quand même plus radicale. Laissons Sony chuter une bonne fois pour toutes. C'est une voie que je pourrais être tenté d'emprunter, surtout si ça permet pour Disney à long terme de récupérer la licence Spider-Man, mais malheureusement, je ne peux pas. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que ça reviendrait à nous punir, nous les spectateurs, et aussi les jeunes générations qui commencent à connaître et connaîtront Spider-Man dans l'époque à laquelle nous vivons actuellement. Quand on prend du recul, les gens de mon âge et plus vieux ont eu la chance soit de découvrir le personnage directement via les comics, soit via la trilogie de Sam Raimi, qui reste majoritairement celle la plus appréciée et adulée, soit par la saga Amazing, qui est personnellement ma préférée. La saga de Holland, pour sa part, n'est d'une part pas achevée, donc c'est
c'est difficile de déterminer si elle est bonne, et d'autre part, elle est prise dans ce conflit de droits entre Disney et Sony qui empêche au Spider-Man du MCU et à son Spider-Verse d'être exploité à son plein potentiel. Et la preuve, eh bien le Spidey du MCU ne peut pas jouir de tous ses vilains, de tous les personnages de son univers, tandis que de l'autre côté, on a un Spider-Verse sans Spider-Man. Et même si les nouvelles générations peuvent entrevoir une porte de sortie via Miles Morales qui n'a fait que gagner en popularité et en projet qualitatif ces dernières années, eh bien l'ambition principale de Sony reste de faire un Spider-Verse live action, et de ce côté, c'est une catastrophe. Perso, en tant que fan de la licence Spider-Man, eh ben non, désolé, j'ai pas envie de m'infliger plus de films vraiment pas qualitatifs et d'attendre gentiment que Sony se plante et finisse par lâcher le morceau, parce que ça peut durer encore des années en fait. J'ai autre chose à faire que de voir mon personnage préféré se faire massacrer au cinéma. Et pourtant, j'ai essayé d'accrocher au Sonyverse avant leur sortie. Des films comme Venom, ouais, ça faisait rêver. Un film Madame Web, ouais, quand tu connais le personnage, il y avait du potentiel. Même un film Kraven, mais pourquoi pas? C'est un super vilain iconique de l'univers de Peter, alors pourquoi pas? Mais est-ce qu'on doit vraiment s'infliger ça quand on voit le résultat et quand on voit ce qui va nous être proposé? Ensuite, on a un autre commentaire de Gaius Baltar93 qui nous dit « Je trouve juste éclairant que tu nourrisses le narratif anti-Sony et pro-Marvel Studios dans cette rumeur ad hoc pour bâcher avec la meute Sony. Comme si Marvel Studios n'avait jusqu'ici pas salopé des personnages de son catalogue, comme si Marvel Studios n'avait pas validé John Watts pour sa trilogie et l'orientation de Spider-Man, qui est une variation claire de Miles. » Alors on va s'arrêter sur cette première partie du commentaire et on va revenir sur la suite après. Gaius le souligne très bien en pensant à tort qu'on adule Marvel Studios sans savoir être objectif. Marvel n'est pas parfait, mais je tiens à répondre à ce point et bien sûr il ne s'agit que de mon avis. Oui, bien sûr que oui, j'ai envie de bâcher Sony quand je vois qu'actuellement, leurs 3 films live action sur 4 sont catastrophiques. Et encore plus quand ils t'annoncent un film Kraven le chasseur où Kraven ne sera pas un chasseur. Mais sous-entendre que je veuille bâcher Sony avec une soi-disant, et là je reprends tes mots, meute, sans avoir conscience des échecs de Marvel Studios et de ce que ça peut impliquer pour le personnage, c'est que soit tu n'as pas compris les enjeux qui viennent d'être expliqués, soit que tu n'as pas envie de les comprendre. Ou alors, et il n'y a pas de souci avec ça, on n'a pas tous besoin d'aimer Marvel Studios ou Disney. Peut-être que tu es simplement un anti-Marvel Studios, ce qui se fait d'ailleurs clairement ressentir quand on lit le reste de ton commentaire, ainsi que le débat qui s'ensuit. Quand je te lis, j'ai l'impression, et je peux me tromper, que tu reproches aux gens d'être pro-Marvel Studios, mais être un anti-Marvel Studios ne te rendra pas plus objectif dans tes propos, bien au contraire, ça va juste créer un dialogue de sourds entre toi et les autres. Bon, taquinerie à part, bien évidemment que Marvel Studios a son lot de très mauvaises productions, notamment dernièrement, et que donc voir Spider-Man retourner dans le MCU n'est en aucun cas une garantie que le personnage sera mieux traité. Mais il faut aussi remettre le succès de chaque univers à échelle équivalente. Sony a actuellement pour son Spider-Verse live action un total de 3 films sortis, dont 2 sont des échecs critiques. Je compte pas Madame Web dedans puisque Madame Web ne fait pas partie du canon principal du Sonyverse. Maintenant, si on rajoute Madame Web et les films d'animation, on passe à 3 films sur 6 qui ont un succès positif, soit la moitié de leur univers. Marvel Studios, pour sa part, a environ une quarantaine de productions déjà sorties. Si tu as suivi le MCU, tu sais d'office que, et ce même si tu ne l'aimes pas, oui, il y a certes des productions qui ont des échecs critiques et commerciaux dans le lot, mais pas de là à ce qu'on atteigne les 50%. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 6 ans, Sony a produit 50% de trucs pas ouf. Et les faits sont là, pour Marvel Studios, la saga de l'infini a quand même laissé une marque positive dans l'esprit des gens, et ça en 11 ans d'existence. Oui, certes, ça s'est sérieusement dégradé les 5 années qui suivent la saga du multivers, mais il y a quand même des succès dans le lot. Donc si tu remets à l'échelle, le MCU reste quand même plus qualitatif que le Sonyverse, et c'est un fait. La suite. Les gens oublient que l'essorage du personnage et de son lore, c'est la trame de No Way Home, que les gens taclent avec joie pour l'inconsistance, après avoir été en mode suceur lors de la sortie du film, en disant aujourd'hui que John Watts est nul et patati et patata. Et là aussi, je suis d'accord avec toi, c'est la vérité. C'est moi-même un truc que j'ai déploré puisque j'ai l'impression de faire partie d'une petite minorité qui n'a pas changé d'avis sur le film. J'adore No Way Home. Et ouais, j'assume, j'ai aucun problème avec le fait que No Way Home, c'est du fanservice clairement assumé. J'ai kiffé revoir Tobey et Andrew. Oui, le film souffre d'incohérence et souffre d'une réalisation plate, mais c'est mon plaisir coupable. Et si ça pose problème aux gens, c'est pas mon problème. Beaucoup, avec un second revisionnage
et ou avec du recul, ont changé d'avis pour rejoindre ceux que le film n'avait pas convaincu dès le départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des gens crachent beaucoup sur No Way Home. Ce que tu dis, c'est donc la vérité. Est-ce que c'est grave pour autant? Non. Surtout si c'est pour mettre en avant la médiocrité et revendiquer qu'on mérite mieux. Au contraire, quelque part, c'est peut-être pas plus mal en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut d'un Spider-Man Street Level, parce qu'on sait qu'on mérite mieux, et que Spider-Man mérite mieux. Est-ce que ça fait de nous, et de nouveau, je reprends tes termes, ceux qui sont dans ton commentaire, une meute des suceurs ou une fanbase naïve? Non. Et si tu peux éviter d'insulter les gens juste parce que t'es pas d'accord ou que t'es pas un pro Marvel Studios, ce qui peut s'entendre totalement, ça pourrait être cool. C'est pas Twitter ici mon frérot, donc redescends. Personne t'a insulté. Maintenant tu vas me dire pourquoi t'as mis mon avis en avant si t'es pas d'accord avec moi et que tu trouves que les propos sont froissants. Et parce que tu l'as dit toi-même à la fin du commentaire, ton avis, bien qu'il soit à contre-courant, il peut rencontrer un écho. Et faut savoir en débattre et en discuter. Surtout que ce que tu dis dans le commentaire, dans sa globalité, ça souligne un point que j'ai pas encore abordé, c'est la responsabilité de Marvel Studios dans l'exploitation de Spider-Man aujourd'hui au cinéma, et ça va être la dernière partie de cette vidéo. Dernier commentaire, donc c'est Haze qui nous dit: on va aller droit au but. Cracher sur Sony c'est un choix légitime, mais n'oublions pas les scénaristes ainsi que la production qui ont validé la trilogie de Tom Holland. Alors oui, John Watts est un yes man, mais est-il le seul fautif comme Sony? Je ne pense pas. On a essayé de nous pondre une stabilité alors que ce soit Sony ou Marvel derrière, ils doivent comprendre une chose. On veut un Spider-Man solo, on veut des séquences bien filmées qui iconisent notre super-héros préféré, coucou Mark Webb et Sam Raimi. On veut un Spidey qui prend en maturité dans la même lignée que la fin de No Way Home. Pas de Strange, pas de Ant-Man ou encore moins de Daredevil en accompagnement. Laissez Spider-Man gérer pendant un film. Imaginez si Thor se pointe dans chacun des opus d'Iron Man pour sauver les fesses de Tony Stark ou que Doctor Strange donne des ordres à Shang-Chi. C'est du caca et plus personne ne veut cela. Tout ce que je veux pour ce Spider-Man 4, c'est un personnage respecté, on dégage le multivers et le retour des autres Spidey, on bosse sur une street menace et on arrête de nous donner un Spider-Man qui n'apprend pas de ses erreurs. On veut le voir galérer, être photographe au Daily Bugle, concilier sa vie normale et de super-héros, avoir un Harry Osborn ou une Gwen, ou je sais pas, la vraie Mary Jane Watson par exemple. Bref, de la cohérence. C'est tout ce que je veux. PS, les films solo de Sony, je me demande encore quel est le plan du studio en enchaînant les échecs et les critiques pour continuer sur cette voie en prenant le public pour des idiots. En effet, pour les deux du fond qui n'auraient pas suivi, Spider-Man dans le MCU, c'est dû à un accord entre Sony et Marvel, donc Marvel a tout autant sa responsabilité dans les résultats du Peter Parker de Tom Holland que Sony. Petit rappel historique, le dernier accord en date entre Sony et Marvel a été annoncé après Spider-Man Far From Home en septembre 2019 parce que le premier accord arrivait à son terme. On a eu un gros épisode de panique où Spider-Man risquait de quitter le MCU car en août 2019, on nous apprenait que les négociations n'avaient pas abouti. Fort heureusement, après que l'interprète de Peter Parker, donc Tom Holland, se soit entretenu avec les patrons de Disney et Sony, donc respectivement Bob Iger à cette époque et Tom Rothman, eh bien les négociations se sont réouvertes et en septembre 2019, le nouvel accord a été annoncé. Kevin Feige a alors expliqué qu'à partir de maintenant, Spider-Man serait amené à traverser les univers cinématographiques, ce qui fait qu'à terme, Peter pourrait être dans le MCU et changer de réalité pour aller dans le Sonyverse, et inversement. Ce point, il sera confirmé avec la scène post-crédit de Venom 2 et une scène post-crédit de No Way Home, où on voit Eddie Brock, alias Venom, faire une courte apparition dans la réalité du MCU avant de repartir dans le Sonyverse, tandis que le vautour, lui, partira du MCU pour aller dans le Sonyverse. Enfin, Spider-Man No Way Home en lui-même est une confirmation que le Sonyverse et toutes les autres réalités des anciens Spider-Man font partie du multivers cinématographique Marvel mis en place par le MCU, les connexions sont donc réelles. Ça, c'est du point de vue scénaristique, c'est ce qui pouvait arriver de mieux pour éviter de créer des incohérences. Maintenant, comment se concrétise ce deal en interne ? Je suis allé faire des recherches, parce qu'on le voit bien à travers les opinions de cette vidéo, mais aussi un peu partout sur internet. Un coup on accuse Sony d'être responsable, un coup Marvel, soit les deux, de comment est utilisé Spider-Man au cinéma. On l'a vu précédemment, il y a une espèce de fantasme sur un potentiel rachat de Sony par Disney, ou une espérance de récupération des droits de la licence par Disney. Il me paraît donc essentiel de faire un point, et évidemment toutes mes recherches sont sourcées. Encore une fois, vous avez tout en description. Dans le premier accord Sony-Marvel, il était stipulé que Marvel et Sony
coproduirait Spider-Man Homecoming puis Spider-Man Far From Home. De cette coproduction, Disney Marvel ne récupère que 5% des recettes du box-office du premier week-end d'exploitation, ce qui est très peu, ainsi que toutes les recettes liées aux produits dérivés. Tout le reste, c'est-à-dire 95% du box-office, va à Sony. C'est donc un accord gagnant-gagnant, mais plus du côté de Marvel, parce que les produits dérivés, ça rapporte énormément. Et pour le coup, c'est dans le MCU que se trouve Spider-Man. Pour compenser ça, Sony va donc mettre en place son propre Spider-Verse, avec des films comme Venom, Morbius, Venom 2, etc. Et ce Spider-Verse-là n'était à l'époque pas connecté au MCU. Il est bien question de deux univers séparés, et tout ce qui se passait dans le Sonyverse était géré par Sony de A à Z. Marvel Studios et Disney n'avaient donc aucun impact sur le résultat critique et financier de ces films-là. Est-ce que c'est pour ça qu'à l'époque, Amy Pascal avait dit que les univers étaient reliés, ce qu'elle avait vu dans le futur, et qu'elle savait que le Sonyverse allait être pas fou, et du coup qu'elle voulait mettre Marvel dans la sauce? Petite théorie du complot, on aime bien. Bref, dans le second accord, celui de septembre 2019 du coup, il est maintenant stipulé que Marvel Studios produira pour Sony un troisième film Spider-Man, ce qui sera plus tard Spider-Man No Way Home. Disney cofinancera un total de 25% et récoltera donc 25% des recettes et gardera les droits de commercialisation du personnage. Attention, on parle bien des droits de commercialisation et pas des droits d'adaptation. Disney a donc une plus grosse part du gâteau et encore, ils n'ont pas eu totalement ce qu'ils voulaient puisqu'à la base, ils voulaient partager la moitié des bénéfices avec Sony, ce qui montre au final que la licence, même si elle est bien partagée d'un point de vue scénaristique, elle ne l'est pas du point de vue financier. C'est toujours Sony qui a la main et donc c'est bien Sony qui chapeaute en vérité cette licence Spider-Man. Tout ça nous fait donc dire que tous les échecs des films du Sonyverse ne sont entièrement dus qu'à Sony et on ne peut en aucun cas blâmer Marvel ou Disney pour ça, et ça c'est mon premier et principal argument qui me fait dire que la licence Spider-Man doit retourner au sein de la maison mère. Personne ne va me faire croire qu'on veut encore voir les ennemis de Spider-Man traîner dans une réalité où Spider-Man n'existe pas ou pas encore, et encore moins après l'échec critique et financier de Madame Web, qui aurait pu lancer quelque chose avec ses Spider-Woman, mais qui au final ne lance rien puisque, attention spoiler, les trois super-héroïnes ne deviennent pas des Spider-Woman. Donc pour l'instant, Peter Parker vient juste de naître, il n'est pas question d'en faire un héros, et de toute façon, quelle importance puisque la réalité de Madame Web ne s'inscrit pas du tout dans le canon principal du Sonyverse. Actuellement, il reste Kraven le chasseur qui, au vu de ce qui a été montré dans le trailer, montre clairement qu'il s'éloigne bien de son origine de chasseur des comics et qu'en plus il reçoit des super pouvoirs après avoir été mordu par un lion sauvage. Ouais, après avoir été mordu par un lion, je vous mets le trailer tel quel. Tant mieux si ça hype des gens en vérité, hein, mais Spider-Man et la licence Spider-Man ça mérite mieux. Et non, j'ai pas envie d'attendre de voir Sony se casser la gueule pour qu'ils s'en rendent compte. Si on pouvait éviter de massacrer le lore de mon perso préféré, ça m'arrangerait, moi et sûrement des millions d'autres personnes. Alors oui, mais si on ramène la licence dans le MCU, à quel prix ça sera ? Il faut le dire, les films Spider-Man du MCU divisent. Ils ne sont clairement pas au niveau des anciennes sagas, au dire de beaucoup. Certains haïssent Homecoming, perso j'ai adoré Far From Home, et on va pas revenir sur No Way Home. Mais alors, qui sont les véritables responsables ? Est-ce que c'est Marvel ou Sony ? Logiquement, c'est les deux. C'est une coproduction, mais on va faire un tour du côté des fiches techniques pour mieux comprendre la chose. La seule chose qui ne change pas sur les trois films, c'est la présence de Jon Watts à la réalisation, un yes man qui ne convainc malheureusement pour lui pas grand monde, au vu de sa réalisation plate, et c'est un peu le bouc émissaire de cette trilogie, sauf qu'il n'est ni producteur et n'a participé qu'au scénario du premier opus, donc c'est pas qu'à lui qu'il faut incomber la faute du résultat final du Spider-Man du MCU. Et oui, parce que rien que pour Homecoming, et si on ne compte pas Jon Watts, on ne compte pas moins de 5 scénaristes juste pour Homecoming. D'ailleurs, 2 d'entre eux seront réengagés pour pondre les scénarios de Far From Home et No Way Home. Et pour info, ce sont eux qui ont réalisé le scénario de Ant-Man et la Guêpe, Ant-Man 2, qui est pour moi le pire film du MCU. Donc si on s'amuse à compter les points, on peut dire que côté scénario, la faute incombe essentiellement à Marvel Studios. Maintenant, peu importe votre degré d'appréciation des scénarios, ils sont capables du meilleur comme du pire. Pourtant, le premier accord annoncé laissait entendre que même si le premier opus était produit par Kevin Feige, donc Marvel Studios par extension, il y avait aussi Amy Pascal en coproducteur principal. Amy Pascal qui a travaillé pour Sony jusqu'en 2015 et qui depuis travaille
pour sa propre société de production, financée et distribuée par Sony. Donc c'est comme si ça revenait au même au final. Nul doute que Sony a eu une grosse part à jouer dans la validation et le remaniement de certains aspects du scénario. C'est d'ailleurs déjà ce que laissait entrevoir The Hollywood Reporter en 2015. C'est bien Sony qui a le dernier mot sur tout ce qui touche à l'aspect créatif et scénaristique. On ne peut donc à nouveau pas que jeter la pierre à Marvel Studios, car on ne sait pas qui a pu modifier quoi, qui a imposé quoi, et le film aurait sûrement été différent s'il n'y avait que Marvel Studios aux commandes. La seule chose que Sony ne pouvait en revanche pas négocier, c'est l'apparition de certains personnages du MCU dans le film. Ici, si vous n'êtes donc pas fan du duo Spider-Man-Iron Man, là vous pouvez en vouloir à Marvel. Et je vous ai parlé que de Homecoming, mais avec un peu de bonne foi, les faits sont là. Chaque studio a bien sa part de responsabilité et tout ce qui touche à la distribution et donc à la promotion du film, eh bien c'est bien Sony qui de nouveau en est responsable puisque c'est ce que l'accord stipulait. Si vous estimez donc avoir été manipulé via le marketing des trailers et de la hype des fans qui en a découlé, bah là vous pouvez vous en prendre à Sony. Et j'en rajoute une couche, mais si vous n'êtes pas fan du casting de Tom Holland, eh bien les deux studios en sont responsables puisque le média The Hollywood Reporter a expliqué comment le casting s'était déroulé et entre autres, Kevin Feige et Amy Pascal cherchaient à voir qui avait la meilleure alchimie avec Robert Downey Jr., comme l'atteste le screen test à l'écran. Bref, vous avez donc compris l'idée et sachant que l'accord n'a changé qu'après Far From Home, eh bien force est de constater que le schéma a été répété pour ce second opus. Donc là aussi, vous n'aimez pas le film, vous pouvez vous en prendre aux deux studios. Beaucoup diront alors que Spider-Man serait mieux chez Sony, mais encore une fois, quand je vois la gueule du Sonyverse, pourtant prometteuse sur le papier, comment voulez-vous que je sois contre l'idée que Marvel Studios récupère Spider-Man à 100%. Bien sûr que oui, c'est ironique quand je sais que mes deux Peter préférés ont été produits par Sony, mais je cesse de me demander si les films Spider-Man MCU auraient vraiment été les mêmes si Marvel avait eu directement la main mise sur la licence des Homecoming. Quand on remonte les articles, il était question pour Marvel Studios avant même l'annonce du premier accord de repartir sur un Spider-Man jeune. Je suis pas fan de ce Spider-Man jeune, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne. Et globalement, oui, le duo Peter Stark c'était sympa, mais ça m'a saoulé. Et j'avais envie de voir Peter s'émanciper. Et il aura fallu quand même attendre la fin de No Way Home pour pouvoir enfin se rapprocher du Peter Parker que je veux avoir dans le MCU. Oui, mes espoirs pour le Peter de Tom Holland ne se reposent au final que sur un teasing, mais donc sur pas grand chose, puisque Marvel Studios s'est parfois teasé pour au final nous décevoir. Mais encore une fois, moi je regarde toujours les faits, je ne cesse de vous le dire depuis tout à l'heure, les films Spider-Verse de Sony sont pour la plupart des échecs, et je peux pas m'empêcher de me dire que les films auraient été différents si Marvel avait eu le mot de la fin sur le contrôle créatif, s'ils avaient bénéficié directement de tout le roster de la licence. Peut-être qu'on n'aurait pas eu de Spider-Verse, certes, mais peut-être qu'on arrêterait de s'angoisser pour ces histoires de droit qui posent problème quasiment tous les ans parce qu'à tout moment, tout peut s'effondrer pour peu que les studios s'entendent ou pas. Bien sûr, au final, tout ça, en fait, c'est qu'une histoire d'argent. Et je doute pas que Feige soit un véritable passionné de Marvel, sinon on n'aurait pas eu la saga de l'infini. Et oui, bien sûr que la saga de l'infini n'est pas due qu'à lui, on la doit à un tas d'artistes et de travailleurs. Mais tout ce qui ressort de cette histoire, c'est que quand on regarde le succès de ces deux univers ciné, il suffit de regarder les faits et les accomplissements pour voir que le seul moyen d'espérer un avenir créatif pour notre araignée sympa du quartier, c'est qu'elle soit là où il y a le moins d'échecs, c'est-à-dire dans la maison mère de Marvel, là où il devrait être, car encore une fois, Spider-Man c'est un personnage Marvel, pas un personnage Sony. Rendons à César ce qui est à César, même si César n'est pas parfait. Sony, arrêtez le massacre du Spider-Verse, rendez ces putains de droits à Marvel. Aujourd'hui, on voit bien qui est là pour le profit et qui est là pour l'intérêt du personnage. Il ne s'agit pas d'être pro Marvel Studios ou pro Sony. Même s'il ne s'agit pas d'une news officielle, l'info vient d'un insider réputé depuis des années, elle reste à prendre avec des pincettes et j'y crois. Tom Rothman veut d'un No Way Home 2, Feige veut d'un Spider-Man Street Level et aujourd'hui, si vous fouillez les réseaux sociaux, la balance, elle penche du côté Street Level. Cela veut pas dire que le grand public a toujours raison, mais au vu du goût amer que laisse No Way Home au final, alors il serait peut-être temps de laisser Peter redevenir l'araignée sympa du quartier et de continuer à le faire parcourir la voie qui lui a été tracée à la fin de No Way Home. Et c'est assez ironique de se dire que l'avenir de Spider-Man au cinéma ne tient qu'à un fil. Tout ce que Spider-Man touche finit en ruine. Et c'est nous, les honnêtes gens, qui devons payer les pots cassés.